Bienvenue à La Santé au-delà des mots. Un rendez-vous avec des gens passionnés du réseau de la santé. Jean-Pierre Gagné, lui-même médecin, vous fera partager sa passion pour le domaine et vous fera découvrir une foule d'invités et d'acteurs clés du réseau. Voici votre animateur, le docteur Jean-Pierre Gagné. Bonne écoute. Je prends un court moment pour remercier les commanditaires qui rendent possible la diffusion du podcast La Santé au-delà des mots. Beauchamp-Beaulieu Dessureau-Toupin Groupe Conseil associé à la financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine, LIM, le groupe Tige et Eurofin Environex. Bienvenue au balado La Santé au-delà des mots. Cette semaine, mes deux invités, Dr Félicia Harvey et Dr Maxence Pelletier-Lebrun de la Fédération médicale étudiante du Québec. Nous discutons du faible recrutement en résidence en médecine familiale au Québec. Les résultats du CARMS qui ont été rendus publics récemment sont dévastateurs et nous tentons d'en comprendre les raisons. Cette entrevue est un excellent complément à celle que j'ai mise en ligne cette semaine avec Dr Jean-Joseph Condé de l'Association médicale canadienne. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Félicia, Maxence, bon après-midi ou bon début de soirée. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation au balado La Santé au-delà des mots. Une deuxième visite. On s'était parlé un peu plus tôt au sujet des projets de loi puis des négos avec la FMSQ. Là, on est ici aujourd'hui pour parler du CARMS et de la piètre performance du Québec au niveau du recrutement en médecine familiale. Pour les auditeurs qui sont intéressés, j'ai reçu Dr Jean-Joseph Condé, un médecin de famille de Val-d'Or qui a bientôt 40 ans d'expérience et on a discuté ensemble un peu du même sujet, là, mais sous un autre angle, là, qu'un médecin qui est peut-être plus en fin de carrière, ou tout au moins qui a une carrière bien avancée, puis qui représentait le point de vue de l'Association médicale canadienne. Et je trouvais intéressant de vous recevoir parce que vous êtes au tout début, là, vous venez d'être accepté donc en résidence. D'ailleurs, je vous félicite, là, j'en profite pour vous féliciter officiellement. Ça va être d'autant plus intéressant que vous allez dans le programme dont on va parler aujourd'hui. Donc, ça va être l'occasion peut-être de comprendre ce qui se passe puis essayer de voir s'il y a une porte de sortie. Mon inquiétude, c'est qu'on atteigne peut-être éventuellement un point de rupture là, où ça devient extrêmement difficile d'intéresser les gens. Donc d'abord, mes félicitations officielles. Puis en même temps, je vais vous demander de Félicia, d'abord, toi en médecine familiale à McGill. Donc, c'est vraiment dans le cœur du sujet. D'abord, peut-être pourquoi la médecine familiale? Ça va peut-être nous amener un peu à comprendre pourquoi les collègues boudent cette discipline pourtant très intéressante. Ouais. Moi, je suis commencée en médecine. Là, j'ai pas de médecin dans ma famille, fait que j'ai commencé en médecine vraiment là, avec l'esprit ouvert à toutes les spécialités. Donc, je savais vraiment pas en rentrant et tout ça. Puis, quand j'ai commencé l'externat, pour beaucoup qui veulent rentrer dans une spécialité, ils vont avoir déjà fait des démarches avant, tout ça, des groupes d'intérêt, de la recherche, ce qui est maintenant pratiquement obligatoire là, quand on veut rentrer dans des spécialités.
Mais moi, j'étais un peu, je pense, naïve de tout ce processus-là. Et donc, je suis vraiment rentrée OK. en l'externat en me disant que j'allais un peu découvrir ce que j'aimais. Puis ça va vite, l'externat, là, c'est comme 1 an-ish Mm. avant que ça soit le CARMS, fait que ça va très vite. Puis finalement, moi, ça a vraiment été que tous mes stages, je les aimais, mais je me disais, non, ouais, je ferais pas ça toute ma vie. Tu sais, je trouvais, il y avait tout le temps quelque chose qu'on dirait que j'étais pas sûre. Puis j'avais l'impression que la médecine de famille, c'était un peu une manière d'avoir un peu tout ce que j'aimais, puis de pouvoir garder vraiment cette variété-là de pratiques qui me ressemble aussi dans ma personnalité. Là, j'aime ça faire plein de choses différentes. J'aime ça un horaire varié. Puis j'aime aussi l'idée de la perspective que ma pratique peut aussi s'adapter au cours de ma vie. Je peux avoir un début de pratique. Par exemple, je pourrais dire, je vais aller à l'urgence au début, ou je vais aller dépanner dans le Grand Nord, ou des pratiques peut-être un peu plus euh, intenses. Mhm. Puis je pourrais par la suite décider, ben là, maintenant, j'aimerais ça faire de l'hospitalisation ou par la suite faire de la prise en charge. Donc, l'idée que ma pratique pouvait évoluer avec le temps, c'est quelque chose qui m'intéressait aussi. Puis ensuite de ça, ben, j'ai fait mon stage en médecine de famille. J'ai vraiment adoré, ça a confirmé mon choix. Et donc, j'ai appliqué seulement en médecine de famille là, OK. au CRAMS. Donc, j'étais convaincue. Là. Donc, j'étais super contente de matcher, là, c'est ça, à McGill en médecine de famille. Je vais être au Jewish, au Herzl. Quand même, félicitations. Est-ce que, avant d'aller discuter avec Maxence, est-ce que le projet de loi de 83 t'a fait hésiter par rapport à un choix de résidence au Québec, nonobstant là, le choix de la médecine familiale? Ouais. Mais je pense que le projet de loi 83 a fait peur à beaucoup d'étudiants. Puis je la comprends, cette peur-là. Moi, l'idée de signer un contrat, même si je veux rester au Québec, au public, ça me tente pas. Puis je pense que beaucoup de gens peuvent se reconnaître là-dedans. Je leur dirais, signe un contrat pour n'importe quoi qu'ils ont déjà prévu de faire. Puis il y aurait comme cette idée de coercition que aucun humain libre aime. Mais moi, c'est sûr que j'allais pas m'expatrier du Québec. Là. OK. Je suis de celles que moi, je veux être au Québec, je veux rester au Québec, ma famille est au Québec. Donc, pour moi, ça n'a pas changé rien, mais pour d'autres personnes qui avaient déjà un intérêt à aller en dehors du Québec ou en avaient pas, mais se disaient pourquoi pas faire un 5 ans ailleurs, vivre autre chose. Je pense qu'il y en a beaucoup que ça a pu pousser à aller dans cette optique-là. Moi, personnellement, ça m'a pas tant influencé, surtout que je me dis, tu sais, que j'essayais de rester optimiste en me disant que des lois, ça change. Puis si un projet s'avère être mauvais comme nous, on pense qu'il l'est, ben on va voir les effets néfastes puis on va pouvoir revirer de bord. C'est sûr que quand on est la première cohorte, on a comme un risque que nous, on soit un peu pris là-dedans. Mais quand même, moi, c'est important pour moi de rester au Québec. Donc, ça ne m'a pas influencé moi, mais je comprends pourquoi ça l'a influencé là, Ça ferait beaucoup de mes peur, collègues. disons. C'est ça, c'est ça. En Ouais. tout cas, c'est tout à ton honneur. Donc, on va en rediscuter dans quelques minutes. Maxence, toi, j'ai appris là, de la bouche de ta collègue il y a quelques minutes un combo là, d'une résidence en médecine familiale avec santé publique. Oui, exact. Donc, c'est un programme un peu particulier qui se donne seulement à McGill. Donc, en fait, je suis rentré dans la résidence en santé publique, mais qui permet, dans les 2 premières années de formation, de compléter aussi sa résidence en médecine familiale. Donc, dans le réseau de McGill, ce qui veut dire que moi et Félicien, on va faire notre médecine de famille en même temps à McGill. Quand même. Donc, on se suit même après la FMEQ. Et pourquoi j'ai décidé de m'orienter vers ça? Un peu comme Félicia, j'ai vraiment aimé beaucoup de mes rotations en médecine. Puis, ce qui revenait souvent de mes rotations, c'est que j'aimais l'aspect relationnel, donc le contact avec les patients, l'idée de suivi longitudinal. J'ai vraiment aimé d'avoir, par exemple, des patients en hospitalisation qu'on suivait vraiment sur une certaine période de temps, d'être capable de bâtir cette confiance-là. Et donc, du début de mon éducation médicale, si on veut, et surtout de mon externat, j'avais cet intérêt-là pour la médecine familiale. Mais il y avait aussi derrière, un peu dans le fond de ma tête, cet intérêt pour des questions plus larges, puis aussi à faire nos stages à l'externat, on réalise assez vite que notre système de santé est brisé sur certains aspects, puis qu'on veut bien traiter nos patients, mais il y a plein d'enjeux, que ce soit le manque d'accès à un médecin de famille, que ce soit le manque d'accès à d'autres professionnels, la bureaucratie qui est écrasante dans certaines spécialités. Donc, plein de raisons qui font en sorte que même si on a envie de soigner nos patients, il y a plein d'obstacles plus structurels qu'on n'est pas capable d'adresser.
Et de tout temps, j'ai aussi été intéressé par tout ce qui est plus en lien avec des questions sociales. J'ai été beaucoup impliqué pour l'environnement à une certaine époque, les questions des inégalités sociales. Et l'idée d'intégrer une partie qui était plus grande à la santé publique est un peu venue de ces réflexions-là. Et Félicia, on a été témoins, comme dans les dernières années, j'avais un peu ce déchirement-là entre les deux. Et quand j'ai vu que le programme de McGill existait, je me suis dit, c'est vraiment un programme qui est tout taillé pour moi, qui me permet à la fois de garder une partie clinique, mais aussi d'aborder des questions de société plus larges, donc que ce soit en politique de santé, que ce soit en prévention. Je crois que ça va permettre de faire un parcours qui est intéressant dans les prochaines années aussi. Quand même, félicitations. Est-ce à dire que durant les 2 premières années, tu vas travailler, entre guillemets, comme 2 fois plus fort ou... Non, mais comment c'est arrangé, c'est que c'est un programme de 5 ans. Donc, les 2 premières années, c'est vraiment comme la résidence en médecine familiale. Parfait. Et on est certifié après ça par le Collège canadien des médecines de famille. D'accord. 3e année qui est une année de maîtrise intensive en épidémiologie. Puis 4e, 5e année qui sont des stages cliniques en santé publique, donc qui permettent d'être certifiés par le Collège royal par la suite. Quand même. Et dans ton cas, le projet de loi 83, est-ce que c'est comme Félicia, c'est un peu agaçant, mais pas assez pour quitter le Québec ou... Ouais, mais c'est sûr que ce qu'il faut dire aussi, c'est que le projet de loi 83 ne s'applique pas à notre cohorte. Donc, le projet de loi 83 prévoyait que des contrats pourraient être signés en début de résidence et en début de formation médicale. Mais nous, il a été décidé par le gouvernement que ça ne s'appliquerait pas. C'est sûr qu'il y avait moins cet enjeu-là. C'est clair qu'on va commencer notre pratique, notre résidence dans un environnement législatif qui n'est pas très clément envers les médecins et les nouveaux médecins. Mm-hmm. Mais de tout temps, moi, c'était sûr que je voulais pratiquer au public. Puis j'ai un attachement au Québec aussi. Donc, je dirais que comme Félicia, ça m'a quand même porté à appliquer au Québec seulement dans mes choix de résidence. Mais je peux comprendre aussi, puis on le voit avec les statistiques pour le premier tour, qu'il y en a qui ont pris une décision différente. Puis dans les circonstances, c'est comprenable aussi. L'Hymne Santé est fier de lancer Emilia, la toute première application qui permet aux patients de se concentrer pleinement sur leur échange avec leurs professionnels de la santé, tout en générant automatiquement des notes claires, faciles à consulter, à traduire et à partager avec un proche ou un autre professionnel. Alors que les solutions de scribe IA apparues dans le secteur de la santé visaient jusqu'ici à faciliter la prise de notes des médecins, Emilia se distingue en s'adressant exclusivement aux patients. Elle marque ainsi une étape décisive en matière d'innovation en santé au Québec et au-delà. Avant de parler vraiment des résultats du CARMS, en préparant l'entrevue, je me faisais la réflexion, je me demandais s'il y avait assez d'exposition à la médecine familiale durant l'externat. Puis deuxièmement, est-ce que les médecins spécialistes, de façon générale, sans juger ou critiquer, est-ce que les médecins spécialistes portent, disons, un regard négatif sur la médecine familiale, vont encourager, par exemple, les bons étudiants à dire, écoute, ne va pas en médecine familiale, viens-t'en en chirurgie ou viens-t'en en radiologie ou je ne sais trop. Là, donc, une question à deux volets. Oui, dans les dernières années, là, notamment avec la table nationale de valorisation de la médecine de famille, il y a eu beaucoup d'idées / de programmes qui ont été mis en place pour augmenter justement l'exposition en médecine de famille, notamment essayer de s'assurer que le stage de médecine de famille soit fait en première année pour être sûr qu'il soit fait avant le CARMS. C'est sûr que pour certaines universités, c'est plus compliqué, comme Sherbrooke, qui n'ont même pas un an avant le CARMS. Puis d'autres mesures comme mettre plus de professeurs à l'université qui sont médecins de famille. Parce que, par exemple, à l'UDM, avant cette mesure-là, il y avait beaucoup de médecins qui étaient des médecins spécialistes parce qu'avec le campus à Montréal, ils ont accès à beaucoup de spécialistes, alors que dans les campus délocalisés, on remarquait qu'il y avait plus de professeurs qui étaient médecins de famille, notamment parce qu'en région, c'était plus facile d'avoir accès. Et donc, il y a ces efforts-là qui ont été faits là, pour vraiment essayer d'exposer les gens plutôt à la médecine de famille. Par contre, je dirais que pour l'avoir vécu, il reste le questionnement de... C'est pas vraiment clair, c'est quoi la médecine de famille comme au début du parcours, à part pour quelqu'un que ses parents seraient médecins de famille, c'est sûr que c'est clair. Là. Mais
Parce que cardiologue, tout le monde a une image, chirurgien, tout le monde a une image, mais ça reste un peu flou pour certains. Puis moi, à beaucoup de gens, j'apprends tout ce qu'un médecin de famille peut faire. Là. Des fois, je leur dis, je pourrais travailler dans un CHSLD, en soins palliatifs, en hospitalisation. Puis il y en a qui ne savent même pas là, toutes ces possibilités-là. Donc, certainement, il y a du travail qui a été fait, puis on le reconnaît. Il y a du travail qui reste à faire. Puis pour le discours, je dirais que moi, c'est un de mes chevals de bataille de dire que le discours doit changer à tous les niveaux. C'est que ça soit au niveau de la population, gouvernement, étudiants et médecins. Parce que quelque chose que je pense qui fait une limite aux gens d'aller en médecine de famille, c'est la perception que c'est comme une sous-spécialité, là, finalement. Là. Puis je pense que ça, il y en a beaucoup qui, après être rentrés en médecine, puis toute la fierté qu'il y a en ça, veulent comme aller au bout, comme si on pourrait dire, puis dire hey, je vais être spécialiste, avoir la reconnaissance que ça vient avec. Alors que, bien évidemment, pour moi, c'est pas une reconnaissance qui est comme plus. Là. Moi, je me dis que tous les médecins, à la fin, ils sont médecins, puis il n'y a pas de différents niveaux. Mais ce discours-là, je pense qu'il est à plusieurs niveaux. T'sais, les étudiants en médecine, des fois, ont des préjugés, mais même la population en général. Moi, quand j'ai dit à ma famille que j'allais en médecine de famille, j'ai beaucoup de gens, pas mal intentionnés, mais qui m'ont dit « Ah, tu veux pas te spécialiser, t'as pas envie d'en faire plus. » Fait que j'étais comme là à défendre la médecine de famille à Noël. Mais puis moi, ça m'a pas influencé là, parce que moi, je suis fière d'aller là-dedans puis je suis contente, c'est ça que je voulais. Mais je pense que ça peut être un discours que pour certains pourraient se dire « Ah ouais, peut-être que je serais mieux de me spécialiser, peut-être que je serais mieux d'aller à la fine pointe là, des connaissances. » Donc, je pense que c'est un discours là, que c'est une perception qu'il faut changer à tous les niveaux. Autant à l'intérieur du système qu'à l'extérieur du système. C'est très intéressant parce que comme chirurgien général, moi, j'ai vécu la même chose. Donc, parce que lorsque les gens disaient « As-tu une spécialité? » Je suis chirurgien général. « Ah, donc, tu n'as pas de spécialité. » À tel point que le nom de notre association aujourd'hui, c'est l'Association québécoise de chirurgie. Quand j'ai commencé à pratiquer, ça s'appelait l'Association des chirurgiens généraux du Québec. Il y avait eu un groupe de travail au niveau de l'association pour renommer l'association, enlever le terme général. On considérait que c'était péjoratif. Donc, ça se joue à plusieurs niveaux, ça. Donc, puis moi, je me le fais dire encore. Puis moi-même, je suis obligé d'expliquer ma spécialité. Parce que je veux dire, je suis chirurgien général. Là, les gens ne comprennent pas. Donc, Maxence, est-ce que c'est la même perception ou... Oui, je crois que c'est une perception qui se partage aussi. Et je crois qu'il y a quand même eu un effort dans les milieux de stage que j'ai rarement entendu des patrons avoir cette perspective-là. Mais c'est sûr que des fois, il n'en faut pas beaucoup. Il peut seulement avoir quelques expériences négatives qui vont laisser une empreinte un petit peu plus, un peu plus longuement dans l'esprit des étudiants. Donc, c'est quand même important de continuer les efforts à ce niveau-là. Je dirais que ce que j'ai quand même beaucoup entendu aussi, c'est non seulement l'idée d'aller jusqu'au bout, comme Félicia disait, mais aussi l'idée qu'il y a comme un certain poids avec la médecine de famille. Il y a le poids d'avoir ses propres patients à son nom, le poids d'avoir ces patients-là pendant 30, 40 ans, le poids aussi d'être vraiment la plaque tournante et de ne pas nécessairement avoir le réseau de professionnels qui est autour de soi, qu'on parle de nutritionnistes, de physiothérapeutes, travailleurs sociaux, qui sont là pour nous appuyer. Donc, pour des médecins qui sont en début de pratique, qui peut-être sont pas comme les médecins d'une ancienne époque qui se promenaient avec le village avec leur petite mallette puis qui retournaient chez eux le soir bien tard. T'sais, ils ont envie d'avoir une certaine qualité de vie aussi, puis c'est bien correct. Mais la question après, c'est est-ce qu'ils vont être capables d'avoir cette qualité de vie en médecine de famille? Je crois qu'il y a des inquiétudes par rapport à ça. Et aussi tout le travail un peu plus clérical qui est associé à la pratique, donc les laboratoires, la paperasse, la CNESST, tout ça. Il y a oui le rendez-vous en bureau, mais il y a aussi tout ce qui vient par-dessus. Donc, je crois que ça fait, pour des jeunes qui sont sur le point de commencer leur pratique, il y en a que c'est plus une crainte par rapport à ce que ça représente réellement la pratique de médecin de famille. Donc, il y a du travail à faire là-dessus également. Tout à fait. Écoutez, vous allez être les porte-étendards de la nouvelle génération. Le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots.
Fer et Velours est une entreprise de Québec spécialisée dans la location de mobilier vintage et création d'ambiance. Nous vous proposons une offre de service à la carte et selon vos besoins. De la simple location à la gestion événementielle complète. Chez Fer et Velours, notre slogan est de faire différent avec élégance. Visitez notre site web au www.fervelours.com. Au plaisir de vous rencontrer. Vous avez des commentaires ou un sujet à nous proposer ou même faire partie de nos invités, visitez le site web de notre balado à www.baladosanté.ca ou sur notre page Facebook de la santé au-delà des mots. Cela étant dit, donc, vous avez choisi la médecine familiale, mais vous faites un peu peut-être bande à part au Québec. Les résultats du CARMS ont été les pires résultats peut-être de l'histoire récente, selon moi. Là. D'abord, le CARMS n'a pas d'abord 30 ans là, au Québec. Donc, on va commencer peut-être par Maxence pour que les gens comprennent bien là, d'abord qu'est-ce que le CARMS. Ça va peut-être nous amener à comprendre qu'est-ce qui se passe au Québec, là, peut-être en médecine familiale avec le recrutement. Donc, Oui, donc le CARMS, c'est un organisme à but non lucratif qui, son rôle, c'est vraiment de jumeler des étudiants qui finissent leur programme en médecine à des programmes de résidence. C'est un système qui est pan-canadien et les étudiants en médecine sont connus pour être quand même assez mobiles géographiquement parce que si un étudiant veut vraiment une spécialité, lui, il veut être ORL, il va appliquer sûrement dans les programmes du Québec, mais il va appliquer à Ottawa, Toronto aussi, des fois même jusqu'à Vancouver pour les plus aventureux. Donc, ça veut dire qu'à l'automne, les étudiants en médecine vont appliquer à des programmes à travers le Canada. Et un petit peu après Noël, il va y avoir une période d'entrevue. Et ce qui est particulier avec ce processus de jumelage-là, c'est que les étudiants vont classer eux-mêmes les programmes qui les intéressent, donc de 1 jusqu'à 10, 20 par exemple. Et même chose pour les programmes qui vont dire, de tous les candidats que j'ai rencontrés en entrevue, ça c'est mon préféré, ça c'est mon deuxième préféré. Et ensuite, il y a tout un algorithme quand même assez sophistiqué qui va classer pour essayer d'avoir les meilleurs résidents au meilleur lieu de au lieu de formation qu'ils voulaient. Donc ça, c'est plus le côté théorique. Et ce qu'il faut dire, c'est que ça fait plusieurs années que le Québec va être avec le système du CARMS. Et ça fait plusieurs années aussi que les postes qui sont vacants, donc les postes qui ne sont pas comblés au premier tour du CARMS, sont majoritairement des postes en médecine de famille. Et là, ce qui est encore plus inquiétant cette année, c'est que ce chiffre-là a augmenté et le Québec fait vraiment bande à part quand on le compare aux autres provinces. Donc, il y a vraiment de la misère à recruter des médecins de famille au premier tour au CARMS, alors que les autres provinces vont pas avoir un problème du genre. Et Félicia, comment on expliquerait, disons, moi j'ai certaines hypothèses, là, mais qu'est-ce qui se passe, disons, pour avoir de si mauvais résultats en médecine familiale au Québec, là, si on regarde la proportion de la population du Québec, puis les ratios sont vraiment inversés, tout fin pratique, là, donc... Oui, c'est assez inquiétant. Premièrement, il y avait une tendance. Hein. C'est pas la première année. Là, c'était pas tout comblé l'année passée puis 150 cette année. Fait qu'il y avait quand même une tendance qu'il faut reconnaître. Puis ça, et que justement, on essayait de travailler dessus, comme je disais, là, avec des initiatives pour améliorer l'intérêt des étudiants en médecine de famille. Mais de voir les chiffres exploser comme ça cette année, pour moi, c'est une réaction directe à ce qui s'est passé là, dans la dernière année. Le discours du gouvernement au niveau des médecins. Tous les médecins ont payé l'année dernière, mais aussi particulièrement envers les médecins de famille là, pour les discours là, parfois de paresseux, de choses comme ça qu'on entendait. Deuxièmement, le projet de loi 83 que je pense qui a fait peur et donc a motivé des gens à appliquer partout au Canada et donc ont une plus grande chance de rentrer dans la spécialité. Fait que même s'ils avaient peut-être mis médecine de famille, de plus bas, finalement, ils ne rentrent pas en médecine de famille parce qu'ils ont appliqué par Canadien puis ont augmenté leurs chances. Puis ensuite, tout ce qui s'est passé cet automne puis qui a fait peur à des étudiants qui ont fait peur, oui, pour la médecine de famille, mais aussi pour le Québec. Et donc, qui explique que les gens ont peut-être vraiment décidé d'abandonner ce plan-là. Comme je disais tantôt, des
avec les ratios de la CAQ, c'est 55% qui devraient rentrer en médecine de famille, 45% en spécialité. Donc, donc, il y a déjà beaucoup plus beaucoup plus. Il y a plus de postes en médecine de famille. Mais si on prend les gens qui étaient déjà pas sûrs d'aller en médecine de famille, est-ce que je le mets dans mes choix du CARMS? Est-ce que je le mets pas? C'est sûr que si on fait peur à ces gens-là, on se ramasse avec des chiffres comme ça. Fait que malheureusement, pour nous, c'était pas une grande surprise d'arriver avec des chiffres catastrophiques cette année. C'est un peu ce qu'on décriait à l'automne, que toute cette crise-là, elle avait des effets directs en live, mais qu'elle allait avoir des effets à long terme. Puis c'est ce qu'on voit cette année. Je crois qu'il y a aussi un couteau à double tranchant. Ce qu'on voit dans les chiffres aussi, c'est qu'il y a une augmentation des no-match. Donc, c'est quoi un no-match? C'est quelqu'un qui a classé des programmes, mais qui n'a eu aucun de ses choix de programmes. Et c'est en lien direct avec le fait que la médecine de famille est moins intéressante parce que le monde ne va pas appliquer en médecine de famille, donc ils vont appliquer en spécialité à la place, mais il y a le même nombre de postes de spécialité et il y a plus de candidats qui appliquent. Et les gens, plutôt que de dire « Ah, mon deuxième, troisième choix, ça va être la médecine de famille », ils vont dire « Je préfère sauter une année, donc ne même pas rentrer en programme de résidence pour tenter ma chance l'an prochain. » Donc ça, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur. Maxence, pour faire une analogie boiteuse, là, je reviens sur ce que Félicia disait. Moi, j'ai l'impression d'une maladie chronique un peu. Là. J'ai en tête presque 1000 postes, disons, au cours des 10 dernières années, là, mais j'ai peut-être tort. Maladie chronique avec une espèce de détérioration aiguë là, qui a été un peu créée par les événements politiques ou de l'automne. Ouais, tu sais, je crois que aigu sur chronique, comme on aime dire. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, je crois aussi qu'il y a une sorte en anglais, on parlerait de self-fulfilling prophecy, donc c'est une prophétie autoréalisatrice où chaque année, un des moments où on va entendre le plus parler de la Med-Femme dans l'espace public, dans les médias, c'est par rapport au fait que les postes sont non comblés. Donc, c'est comme si chaque année, on va entendre c'est catastrophique, les postes sont non comblés, pourquoi c'est pas attrayant, c'est pas attrayant. Donc, oui, il va y avoir des initiatives de valorisation au courant de l'année après, mais on ne va jamais voir ces initiatives-là dans la presse, dans le devoir. Ce qu'on entend parler toujours, c'est les postes sont non comblés, les étudiants ne sont pas intéressés. Puis je crois que dans le subconscient des gens, ils vont dire pourquoi les gens ne sont pas intéressés? Est-ce que je devrais m'inquiéter? Y a-t-il quelque chose que je n'ai pas catché avec cette spécialité-là? Donc, je crois vraiment que c'est comme un paquebot qui avance lentement, mais qui va dans la même direction. Puis c'est long de faire le changement de direction, même si c'est nécessaire. Non, tout à fait. Mais il y a aussi... Je me suis fait expliquer aussi que le concept même du CARMS peut seulement nuire au Québec parce qu'on n'a pas beaucoup d'entrées en raison de la langue. Donc, plus de sorties potentielles que d'entrées. Je ne sais pas si c'est des choses que vous entendez. Autrement dit, un candidat québécois va aller à Vancouver, on le disait tout à l'heure. Candidat de Vancouver qui viendrait doit maîtriser la langue française moins possible. Donc, c'est comme un système qui peut seulement nuire au Québec. Puis je me questionnais même si le Québec pourrait s'extraire même de ce système-là pour favoriser la rétention. Ça n'a pas toujours été, comme tu le disais tantôt, le CARMS a déjà eu un système qui était plus au niveau du Québec. Oui. En même temps, ce que je crois qui est important, c'est qu'on est dans un univers universitaire où on veut avoir les meilleurs médecins au Québec. Puis des fois, ça passe par des médecins qui vont chercher de l'expertise ailleurs. Puis il y a certains programmes qui sont vraiment reconnus. Et l'exemple qu'on nomme toujours, c'est la neuropédiatrie, qui a un poste par année au Québec. Mais ça se peut que pour être capable d'avoir les neuropédiatres qu'on a besoin au Québec, peut-être qu'on n'a pas la capacité de les former, mais que dans d'autres provinces, on est capable d'aller les chercher. Tout à fait. Donc, je crois je crois pas qu'il faut arriver à la conclusion que on a de la misère à retenir le monde au Québec, on va mettre encore plus de barrières, parce que c'est ça qu'on a vu dans les dernières années, c'est qu'on essaie de mettre des barrières, puis ça marche pas quand les conditions derrière ne suivent pas. De la même façon qu'on dirait pas, on manque de monde dans nos universités ici, on va les empêcher d'aller étudier à Harvard, d'aller étudier à Cambridge, puis qu'ils nous reviennent après. Il y a quelque chose qu'on a envie que nos étudiants aillent chercher. La CAQ serait peut-être capable de faire ça si on leur donne l'idée, là, mais... On va espérer qu'ils n'écoutent pas le podcast pour avoir des mauvaises idées. Non, mais je donnais l'analogie avec Dr Condé la semaine dernière. Puis moi, quand j'ai commencé quand j'ai postulé en résidence, le CARMS n'existait pas au Québec. Mm-hmm. Je ne sais même pas si ça existait au Canada, mais puis là, on est les premiers balbutiements, si vous voulez, même d'Internet. Là. Donc, même moi, si j'avais voulu postuler en Colombie-Britannique pour un poste en résidence en chirurgie, ça aurait demandé un certain effort de ma part, là. T'sais, ça a l'air drôle, là, mais j'aurais dû retrouver les coordonnées de la personne qui est responsable de l'admission en résidence, envoyer une lettre ou
Alors, à l'époque, moi, c'était très relativement simple. Moi, j'ai fait ma médecine à Québec, puis je me suis fait dire, écoute, tu devrais venir en chirurgie. J'ai postulé en chirurgie à Québec. C'était comme acquis un peu, là. C'était plus simple, là, donc... Oui, ça a des avantages et des désavantages. Là. Ça a ouvert des portes. Là. C'est super simple d'appliquer partout au Canada, mais en même temps, des histoires comme ça de je voulais rentrer, puis je suis rentrée, on en entend moins. Là. Il y a tout aussi, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais il y a toute une escalade maintenant de qu'est-ce qui est un peu attendu pour rentrer dans certaines spécialités, là, de gens qui doivent quasiment avoir un intérêt depuis le cégep là, dans cette spécialité-là, puis qui doivent faire des groupes d'intérêt, des projets de recherche, puis vraiment être juste axés sur une spécialité là, pendant pratiquement 5 ans là, pour avoir des chances de rentrer. Là. Fait que je pense que, d'un sens, comme on dit, ça a ouvert les portes, ça a simplifié des choses, mais ça a aussi compliqué d'autres choses. Là, maintenant, à l'ère de maintenant qu'il y a Internet, que tout est ouvert, tout ça, je pense que ça ne serait pas très réaliste, comme Maxence disait, de refermer les portes. Et donc, je pense que ça passe par augmenter la valorisation parce que, tu sais, en tout cas, c'est sûr que moi, le discours de « je vais quitter le Québec », je ne l'entendais pas ma première année de médecine. Mais est-ce que c'est que les gens ont vieilli, les gens ont réalisé que c'est une opportunité possible par la suite? Ça se peut que ça soit juste ça, mais j'ai quand même l'impression qu'en ce moment, on l'entend beaucoup parce que les gens ont peur, les gens ont entendu ce qui s'est passé dans les médias, ne veulent pas revivre ça. Mais en tout cas, moi, j'ai quand même espoir que autant c'est quelque chose qui se nourrit, ça peut se nourrir dans l'autre bord. Aussi, je pense qu'on est dans un creux cette année. Est-ce que ça va changer en 1 an? Malheureusement, c'est des mesures qui sont longues à mettre en place. C'est pas, par exemple, c'est pas populaire parce que le salaire est trop bas, augmentons le salaire puis tous les problèmes sont réglés. C'est plus profond que ça comme mesure que ça prend, puis changement de culture, puis changement d'idées. Fait que je pense que même si moi, je suis optimiste, j'ai pas l'impression que l'année prochaine, tout va être comblé non plus. Mais, fait qu'on en a pour quelques années, je pense, à devoir continuer de faire des efforts. Puis, tu sais, des fois, c'est un peu décourageant aussi pour tous ceux qui s'investissent dans la valorisation de la médecine de famille, d'avoir l'impression de travailler un peu dans le beurre, puis d'avoir l'impression que ça donne pas grand-chose à cause de résultats comme ça, puis d'événements qui, finalement, font reculer tous les efforts ou les gains qu'on aurait peut-être fait malgré ça. Mais bon. Fait que je pense qu'avec le temps, c'est plus le temps qui nous le dira. Tu parlais tout à l'heure de la table de valorisation en médecine familiale. Si je ne m'abuse, les travaux avaient été suspendus. Hein, ou, est-ce que ça a repris? Oui, les travaux étaient suspendus. Okay. Ça a été repris. Non, pas encore. Mais les comités de travail ont repris parce qu'il y a comme la table qui est l'instance principale, puis il y a des sous-groupes qui travaillent sur l'admission, qui travaillent sur des webinaires, par exemple. Mais c'est sûr que les initiatives ont été à peu près gelées pendant l'automne. Donc, généralement, il y avait des webinaires de valorisation, il y avait d'autres initiatives. Puis toute l'attention médiatique par rapport à la médecine pendant l'automne a été sur la grève, sur la loi 2 et tout ça. Tout à fait. Puis, c'est sûr que la loi 2, évidemment, touchait et les médecins de famille et les spécialistes, mais il y avait une composante aussi, comme disait Félicia, le discours qui était vraiment plus dur envers les médecins de famille et aussi certaines mesures comme la prise en charge collective, les objectifs qui auraient vraiment touché plus les médecins de famille. Puis, c'est juste, je crois que le message que ça envoie d'un point de vue gouvernemental, c'est vous croulez sous l'effort, vous avez un gros poids avec vos patients puis avec le manque de ressources, puis on va vous pointer du doigt, dire c'est de votre faute, puis vous rajoutez un poids supplémentaire, alors que je crois que l'énorme majorité des médecins de famille ont juste envie de bien faire leur travail puis d'avoir les ressources pour le faire. Mais c'est pas ça le discours qui est véhiculé par le gouvernement en ce moment. Moi, je pense que la grande majorité des médecins ou des jeunes médecins qui graduent, on parlait tout à l'heure de rester au Québec, je pense que la grande majorité veulent rester au Québec, moi, spontanément. Mm-hmm. Ceux qui quittent, il y en a qui quittent pour des raisons professionnelles. Là. Moi, je peux respecter le fait que quelqu'un va faire une spécialité, va aller faire un fellowship à l'étranger, va tomber dans un milieu de travail qui est exceptionnel, puis peut-être va avoir une opportunité de carrière. Puis, moi, je peux comprendre ça, mais de dire que les gens font tout ça en espérant quitter, moi, je ne pense pas. Là. Je serais d'accord avec vous là-dessus. Là. Je me demandais, parce qu'on parle de la prise en charge, là, j'aimerais ça vous entendre sur même on dit c'est quoi un médecin de famille? Puis moi, je veux dire, j'ai 2 frères médecins, là, dont un qui fait de l'administration, puis qui est impliqué, puis il se questionnait même sur l'avenir de la profession, compte tenu un peu de la complexité. Je trouve ça parfois un peu ingrat. Moi, on parlait tout à l'heure, Félicia, d'un médecin qui ferait de l'urgence, disons, là, qui en fait une carrière. Là. Donc, on va dire qu'il ferait de l'urgence et de l'obstétrique, disons. Là. Genre de combo, travaille très fort,
travaille la nuit, fait des gardes, fait des accouchements, va faire ses quarts de travail à l'urgence. Et ce médecin-là fait ça pendant un bon moment, puis travaille très fort, puis on lui ferait quand même reposer à ce médecin-là, on lui impose quand même la responsabilité de la prise en charge collective. Je trouve que c'est ingrat. Je ne sais pas si c'est quelque chose auquel vous êtes déjà attardé. C'est comme si on faisait... Je me demande à certains égards si on ne devrait pas un peu sectoriser cette profession-là pour dire, écoutez, il y a des médecins de famille qui font de la prise en charge. Puis ces gens-là font de la prise en charge. C'est eux qui vont être responsables de la prise en charge et non pas le médecin qui a un combo urgence, obstétrique ou réadaptation ou quoi que ce soit d'autre. Je ne sais pas. Ouais. C'est une question folle. Le gouvernement, je pense, en ce moment, je doute qu'on voit ça parce que le gouvernement, ce qu'il a fait, finalement, c'est centraliser avec Santé Québec, comme on sait, puis c'est essayer d'appliquer un même moule à tout le monde. C'est dire, bon, vous allez tous être dans cette idée-là. Moi, c'est sûr que c'est pas ma vision d'un système qui fonctionne bien. Là. Je pense qu'un système qui fonctionne bien doit être beaucoup plus décentralisé pour s'adapter aux besoins de la population, puis pouvoir accommoder les gens. Tu sais, souvent, là, il y a plein de processus. On le voit, par exemple, à l'université, là, pour changer un cours, changer un truc. Plein de processus, mais au final, tu sais, je pourrais rien que m'entendre avec mon ami, on serait d'accord. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est moins compliqué que toute la bureaucratie qu'il y a autour, mais en ce moment, il y a beaucoup de limites, il y a beaucoup de centralisation, il y a beaucoup de un même moule, on n'en a pas parlé, mais il y a aussi les AMP, les activités médicales particulières, qui obligent les médecins, là, en début de pratique, les médecins de famille, à faire certaines activités, certains qui n'ont pas envie, ensuite, ils ont les PREM, qui sont les permis là, pour travailler dans une région désignée. Donc, en ce moment, tu sais, les pratiques ne sont pas individualisées, alors que, comme tu dis, la médecine de famille est tellement variée que prendre les médecins de famille comme un bloc, c'est pas tant réaliste non plus, parce qu'il y en a qui ont tellement des pratiques différentes. Il y en a qui sont à salaire en soins palliatifs, il y en a qui font juste de la prise en charge, il y en a qui font juste des accouchements, des suivis de grossesse, il y en a qui travaillent à l'urgence. Mais tout ça, c'est les médecins de famille, puis justement, là, avec les obligations que ça amène, ce qui n'est pas tant réaliste. Puis je pense que c'est un défi c'est un des grands défis de la médecine de famille, c'est la définition même. C'est de dire c'est quoi un médecin de famille, oui, pour l'intérêt que les étudiants vont y apporter, mais même pour un peu se définir dans tout l'écosystème. Moi, tantôt, on parlait des discours des spécialistes, mais moi, le discours des spécialistes que j'entendais avec les médecins de famille, qui n'était pas nécessairement négatif ou réprimandable, mais c'était juste toutes les fois qu'il y avait comme quelque chose de pas trop clair, d'un peu flou, qui sortait un peu de sa spécialité, j'étais comme, ça, il verra ça avec son médecin de famille, tu sais. Fait que je vois comment, pour certains étudiants, peuvent se dire, oh mon Dieu, mais ils se ramassent avec tout ça, là, tu sais, comme tout le pas clair, le pas précis, ou ça fait 8 ans qu'il y a ça, tu sais, il va pas en mourir aujourd'hui, fait qu'il gérera ça avec son médecin de famille. Fait que c'est ça, je pense que le manque de définition un peu claire, ça peut amener toute autant cette peur-là du niveau des étudiants que ce manque de cohérence-là dans les politiques par la suite. Là. Toi, Maxence, il me semble que tu aurais le choix de carrière idéal pour te retrouver pris entre l'arbre et l'écorce, là. Je pourrais imaginer que tu as une carrière où tu prends 500 patients seulement, compte tenu d'un intérêt pour la santé publique, peut-être l'enseignement, puis que tu te retrouves finalement, toi, dans cette position-là où le gouvernement te dirait, écoutez, là, faut que vous preniez plus de patients, là. Donc, comment tu perçois ça, toi, cette espèce de dualité, là, ou ce paradoxe dont on parle? Ou... Mais je crois que au final, c'est que la plus grande force de la médecine de famille, c'est que ça permet d'avoir des parcours un peu atypiques où on peut avoir de la variété dans sa pratique, comme Félicia disait, d'avoir un peu des surspécialisations, d'avoir l'urgence, l'obstétrique, comme tu disais. Puis en fait, ce que le gouvernement fait avec ces mesures, c'est de dire toute cette diversité-là, on va essayer de clairer ça, puis vous allez faire ce que vous voulez qu'on fasse à cette année précise-là. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça change beaucoup les priorités du gouvernement. Les plus vieux se rappelleront qu'il y a une vingtaine d'années, c'était l'inverse. Il y avait trop de médecins qui faisaient de la prise en charge, puis on voulait que les médecins aillent dans les urgences. Puis là, 20 ans plus tard, on leur revient, alors que tous ces médecins-là ont eu des MU3, ils ont fait leur formation, ils ont plein d'années d'urgence, puis disaient là, on aimerait on aimerait ça que vous fassiez de la prise en charge. Puis pour certains, il y a des médecins qui font de l'urgence depuis 10 ans, puis ils sont comme, you know what, j'ai plus les compétences pour faire de la prise en charge, il faudrait que je me reforme professionnellement. Donc, il manque d'orientation sur le long terme par rapport à ça. Et la vraie réalité en ce moment, c'est qu'il manque des médecins partout au Québec, là. Donc, si tu prends un médecin à l'urgence, tu l'envoies faire de la prise en charge, les temps d'attente vont augmenter dans les urgences. Si tu prends un médecin en obstétrique, il va avoir une découverture en obstétrique. Donc,
Je crois qu'il faut arrêter d'avoir cette logique-là de on va bouger des pions, puis on va essayer de dire ce pion-là n'a plus le droit d'être ici, donc comme ça, il va venir là. On voit que ça ne marche pas. Un autre exemple que Félicia nommait, c'est avec les prêmes. Le gouvernement essaie de dire on va limiter le nombre de places, par exemple, sur l'île de Montréal, même s'il y a des besoins sur l'île de Montréal. Comme ça, ceux qui auraient voulu aller à Montréal, ils vont aller à Val-d'Or, ils vont aller à Alma à la place. Mais il y a bien plus de chances que ce médecin-là décide, plutôt que d'aller à Montréal, d'aller à Ottawa, d'aller à Toronto, ou encore qu'il décide, je vais juste aller dans une clinique privée. Eux me laissent le droit de travailler à Montréal. Donc, tu sais, on parle beaucoup des départs vers le privé, puis c'est pas l'énorme majorité des médecins qui font ça, c'est pas des gros méchants qui sont là juste pour l'argent, c'est juste qu'ils ont peut-être une famille à Montréal, ils ont peut-être d'autres circonstances qui font en sorte que le modèle unique du gouvernement ne correspond pas à leurs priorités, puis le privé devient la seule porte de sortie. Donc, je crois qu'il faut avoir plus de flexibilité, puis si on a un système qui est plus flexible, on va les ramener, ces médecins-là qui sont partis vers le privé. À suivre, là, parce que je vous écoute parler, là, puis on parle de décentraliser, on parle de déréglementer, puis c'est complètement à l'opposé de ce que le gouvernement nous offre comme plat du jour depuis un bon moment, parce que toutes les fois qu'il y a un petit problème, on réglemente un peu plus. Là. Félicia, tu parlais tout à l'heure un peu du fait que la médecine familiale peut faire peur. Là. Moi, je trouve que ça a l'air d'une discipline quand même assez difficile. Là. Je dois dire que moi, quand je commence ma clinique le matin, là, je suis à peu près certain du type de patient que je vais voir. Là. Je vais voir des patients qui ont des hernies incisionnelles massives, des hernies hiatales, cancer du côlon, cancer de l'estomac. Avec 4-5 sujets, je pourrais dire que je remplis 80% de ma clinique, alors qu'en médecine familiale, au sans rendez-vous, ça peut être n'importe quoi. Là. Donc, est-ce que ça peut paraître paradoxal? Est-ce que la valorisation de la médecine familiale pourrait passer par un allongement de la résidence pour faire accéder cette discipline-là, vraiment, à dire que c'est de la médecine spécialisée familiale? Donc, quitter cette espèce de modèle de dire que c'est pas une spécialité, t'as pas fait une spécialité, je sais pas. Ouais. Il y a comme un cycle au niveau de la médecine de famille de se demander si on devrait augmenter le temps de la résidence. Là, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on réalise que justement, on manque de médecins de famille. Fait qu'est-ce qu'on veut vraiment rallonger la résidence? Aussi, la résidence de médecine de famille pourrait être pourrait perdre un de ses atouts. T'sais, un des atouts de la résidence de médecine de famille risque pour beaucoup de gens, c'est que ça va être plus court. Il y en a que, pour X raisons, ont hâte de finir ou sont plus âgés parce que ont fait un bac, une maîtrise avant, se sont réorientés, donc ils ont une famille, donc ils veulent commencer à être payés. À vivre. Oui, exact, à plein salaire. Et donc, en rapprochant ça à 3 ans, on est comme pas loin de, par exemple, pédiatrie qui est 4 ans. Médecine interne. Est-ce que... On dit que médecine interne, c'est peut-être 5. Oui, c'est 5. Mais, tu sais, on se rapproche du 5, fait qu'on perd un peu cet avantage-là. Il y a toujours cette question-là. Puis aussi, maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont faire une 3e année optionnelle. Là, tantôt, on parlait de MU3, médecine d'urgence. Il y a le R2B, là, c'est pas un an précisément, mais pour l'obstétrique, la médecine de sport. Bref, il y a plusieurs années supplémentaires et qui permettent déjà à des gens qui ont un intérêt particulier d'aller comme se spécialiser. Fait que là, si on met ça 3 ans, est-ce que cette spécialisation-là, ça deviendrait comme une 4e année? Bref, il y a quand même plusieurs enjeux à mettre ça à 3 ans. Puis au final, c'est sûr que si on rajoute une année, on va être mieux formé. Mais tu sais, si on pourrait dire ça comme à beaucoup de choses, puis à un moment donné, ça vient que tout devient plus long. Moi, je pense que ça passe plus, mais ça, c'est mon avis, par mettre le réseau autour. Parce que oui, je comprends que la médecine de famille, il y a beaucoup de diagnostics que ça peut être. Il y a quand même une certaine variété. Puis moi, c'est ce qui m'intéresse, par exemple, dans ça. Mais on ne fait pas tout seul. Tu sais, au contraire, c'est pour ça aussi qu'il y a la 2e ligne. Du moment où il y a quelque chose qui dépasse un peu nos connaissances ou notre champ d'expertise, on réfère, que ça soit à des spécialistes ou que ça soit à d'autres professionnels comme des physios, des ergos, peu importe. Mais c'est de là que le système, comme disait Maxence, aussi doit répondre aux besoins des médecins de famille. Tu sais, ce que je pense qui augmente, puis moi, c'est mon avis, qui augmente cette part-là, cette crainte-là d'avoir l'impression un peu d'être comme tout seul à ramer dans son bateau ou d'avoir beaucoup de choses qui peuvent comme être graves ou nous tomber dessus, c'est quand il y a un réseau autour qui nous soutient pas bien. Mais si les patients étaient vus par les spécialistes plus rapidement, que ça devait pas passer par le CRDS, qu'on connaît qu'il y a plusieurs enjeux, si on avait plus accès à d'autres professionnels, on a notre champ d'expertise, puis on le garde en médecine de famille, mais évidemment, du moment que ça dépasse nos connaissances ou notre champ d'expertise, on réfère, puis on ne va pas revoir le patient à chaque mois parce qu'il attend encore son rendez-vous ou il attend encore son IRM ou il attend encore, tu sais, je ne sais pas quel test ou
ou même professionnel qui n'aura jamais les moyens de se payer parce que au public, c'est trop long, puis au privé, ben, ça coûte trop cher. Je pense que ça pourrait diminuer le stress que les gens perçoivent de la médecine de famille, mais c'est sûr qu'en ce moment, encore une fois, on n'est pas là-dedans, là, parce qu'on dit qu'il manque de pas mal tous les professionnels dans les hôpitaux publics. On entend dire que c'est comme avoir accès aux spécialistes et tout ça, c'est long, c'est compliqué, c'est pas bien fait. Je parle du CRDS. Puis même chose avec les imageries ou les tests là, qui peuvent être plus longs. Mais je pense qu'en facilitant toutes ces étapes-là, ça donnerait l'impression aux étudiants que oui, vous avez une panoplie de choses que vous pouvez voir dans votre bureau, mais vous avez aussi une panoplie d'outils pour y répondre. Tout à fait. Maxence, je ne sais pas si... Ouais, ben, je crois que c'est vraiment, Félicie l'a très bien nommé, puis c'est que c'est non seulement on devient un médecin de famille, quand on devient un médecin de famille, mais on devient aussi un nutritionniste à temps partiel parce qu'il n'y a pas de nutritionnisme à GMF, un physio à temps partiel parce que le patient devant soi, il n'y a pas d'assurance privée pour se payer. On devient un psychologue à temps partiel parce qu'il y a à peu près plus de psychologues au public. Donc, tu sais, on se ramasse à avoir tellement de chapeaux différents, puis des chapeaux pour lesquels on n'est pas formé, puis je crois que c'est ça vraiment qui crée un poids sur le monde. Et ça reste aussi que, là, on parlait plus des différents rôles professionnels, mais tout l'enjeu de la bureaucratie, on a tellement de pouvoir en tant que gouvernement pour changer ces choses-là, parce qu'il y a des formulaires qui viennent de la CNESST, ça c'est le gouvernement. Toutes les interactions qu'on a avec le RAMQ, essayer d'avoir des médicaments d'exception que ça prend une éternité, c'est le gouvernement encore. Même les formulaires, par exemple, pour des assurances privées, en Ontario, ils ont vraiment essayé de mettre le couteau là-dedans, puis de limiter ce qu'une assurance privée peut demander en termes de formulaires. Je veux dire, j'ai déjà entendu parler des médecins de famille qui devaient remplir des formulaires de plusieurs dizaines de pages parce qu'un assureur privé voulait une justification pour une médication pour un TDAH. C'est comme on dit, c'est du concerta, tu donnes ça au public, puis ça aurait été super facile. Donc, il faut vraiment décider c'est quoi nos priorités en tant que système de santé. Je veux dire, est-ce que c'est de remplir des formulaires ou bien c'est de soigner des patients? Puis malheureusement, on tombe souvent dans le premier côté en ce moment, mais il faut avoir un effort qui est plus que juste des beaux mots pour dire on va réduire la paperasse. Il faut vraiment regarder c'est où que le bas blesse, puis vraiment couper dans le gras, là. Tout à fait. Docteur Condé, dont je parlais tout à l'heure, mentionnait les statistiques que vous devez connaître. Là. Je pense qu'on parlait de 9,5 heures par semaine de médico-administratifs. C'est 25%, ouais, à peu près. Donc, c'est épouvantable. Je veux dire, c'est juste... juste l'évoquer. Et il y a beaucoup de médecins qui font le choix de le faire de jour, ce qui est tout à fait normal. Ça a un impact sur le volume de clientèle qu'on peut voir. Là. 9,5 heures, c'est des dizaines, voire des dizaines de patients par semaine, certainement. Puis donc, ça veut dire des centaines, des milliers par année. Puis c'est un peu hyperbolique, puis c'est pas aussi direct comme lien, mais il y a des gens qui meurent au Québec à cause de formulaires d'une certaine manière parce que c'est des patients qui sont pas vus, qui n'ont jamais leur dépistage pour le cancer du côlon, qu'on attrape 20 ans plus tard parce qu'il n'y a pas de médecin de famille. Je veux dire, ça a des impacts clairs sur le vrai monde aussi. Donc, je crois que notre temps serait vraiment plus investi, puis on aurait beaucoup moins de difficultés à recruter s'il n'y avait pas ce 9 heures par semaine qu'on passe à des tâches qui ne servent pas franchement à grand-chose. Félicia, tu semblais pleine d'espoir tout à l'heure là, sur le fait que la situation va s'améliorer, mais est-ce que ça se discute ou est-ce qu'il y aurait danger d'atteindre un point de rupture ou finalement c'est tellement peu attrayant, il y a de moins en moins de candidats, puis finalement une espèce de pente glissante où les gens délaissent la spécialité tellement ça a l'air difficile, tu sais. Ouais, ben j'espère que le point de rupture, on l'a atteint, là. J'espère que ça, c'était la limite, puis que là, on va remonter. Le fond du baril, là. OK, parfait. Exact, là, on est au fond, puis on va remonter. Tu sais, c'est ça. Moi, j'ai espoir parce que le désavantage, si on veut, d'avoir un système public, c'est qu'il y a comme un cycle politique où on revient. Tu sais, c'est pas le premier. Là. Des fois, à cause de mon rôle à la FMEQ, j'ai des patrons qui me parlent un peu de politique et tout ça. Puis, tu sais, il y en a des plus âgés qui me disent « Ah oui, mais dans les années de temps, c'était ça. Puis dans les années de temps, c'était ça. » Fait tu sais, je pense qu'il y a comme un cycle au Québec de comme on va faire une grande réforme qui va tout changer. Puis finalement, ça change pas grand-chose ou même ça empire ou bref. Mais donc, je pense que c'est un cycle. Malheureusement, là, la médecine de famille a beaucoup écopé. Puis ça, c'est vraiment dommage, évidemment. Mais honnêtement, j'ai espoir parce que ça reste une belle spécialité. Moi, ce que je trouve dommage, c'est faire tous ces efforts-là pour la valoriser. On a quasiment l'air à des menteurs, là, tu sais, à comme disait Maxence tantôt, à pas vouloir dire quelque chose, puis à dire, on va essayer que ça a l'air cool là, pour qu'ils viennent. Fait que, tu sais, je trouve ça dommage qu'on ait autant à valoriser. Puis je pense que c'est ce qui prouve qu'on est vraiment dans le creux. Mais j'espère que les cycles vont avancer, puis maintenant, on va être en haut, là, puis que
le drama politique va un peu se calmer sur la médecine, puis que avec toutes, notamment les mesures qu'on a mises dans les dernières années, l'intérêt pour cette spécialité-là va revenir, ou avec, comme Maxence disait, des meilleurs outils, tu sais, par exemple, un dossier numérique centralisé au Québec. Quand mon patient va à l'hôpital, j'ai pas besoin de lui demander qu'est-ce qui s'est passé à l'hôpital, puis j'ai accès à ces dossiers-là. J'ai pas besoin d'envoyer une demande écrite faxée à l'hôpital pour avoir accès aux documents, pour savoir ce qui s'est passé, avoir un système de prise de rendez-vous qui fonctionne bien, que les gens puissent annuler s'ils ont besoin, puis que j'aille pas de 4 no-shows dans ma journée. Tu sais, tous des outils comme ça qui sont... On parle souvent là, des donner les salles d'opération aux chirurgiens pour qu'ils opèrent, là. Mais tu sais, évidemment, ça s'applique à toutes les spécialités, d'avoir les bons outils pour faciliter le travail. Et donc, j'ai quand même... Moi, j'ai pas l'impression qu'on va arriver à un point de rupture parce qu'au final, il y a encore plein de gens intéressés par la médecine de famille. Même si les chiffres sont alarmants puis c'est dommage, honnêtement, il y a encore beaucoup de gens qui ont matché en médecine de famille. Puis... je pense qu'avec tous les efforts qu'on fait, puis que le drama politique se calme, on va revoir une remontée, là, en tout cas, je l'espère, dans la médecine de famille. Maxence, est-ce que tu partages le même optimisme? Mais je crois que comme il y a plusieurs des irritants qu'on voit qui vont tendre à disparaître potentiellement dans les prochaines années. On parlait du dossier électronique. On espère que d'ici 10 ans, que ce soit quelque chose qui réduise la tâche. Moi, le simple fait que les notes soient plus rendues manuscrites et scannées, mais que c'est rendu des notes électroniques. Moi, j'ai vu à Sherbrooke qu'on a fait la transition des notes manuscrites au début de mon externat, puis là, on est rendu avec des notes électroniques. Puis j'ai quasiment plus envie d'aller voir les notes avant 2024 parce que je me suis trop habitué à avoir des notes électroniques maintenant. Donc, tu sais, il y a certains outils comme ça que je crois qu'ils vont faciliter la tâche. Tu sais, avec les scribes aussi qu'on voit de plus en plus des médecins de famille qui utilisent. Puis qu'honnêtement, c'est pas encore parfait, mais c'est assez prometteur pour la suite des choses qu'on va peut-être être capable de réduire cette tâche-là. Donc, il y a quand même des innovations qui sont intéressantes. Puis je crois qu'il y a d'autres modèles aussi de faire les choses qui portent une lumière d'espoir. Félicia et moi, on est allés récemment visiter la clinique Hop à Saint-Eustache, qui est une clinique d'urgence pédiatrique. Puis eux, ils ont vraiment décidé, on va être innovants, puis on va regarder qu'est-ce qui ne marche pas. Puis ils sont capables d'avoir pour leur urgence pédiatrique des temps d'attente records. Ils ont un système d'annulation de rendez-vous en temps direct. Ils vont avoir vraiment suivre leur métrique au courant des journées. Puis, tu sais, c'est super moderne, puis super apprécié. Puis il y a des médecins de famille qui travaillent là-dedans aussi. Donc, c'est de se dire, il existe d'autres manières de faire les choses au Québec. On a du monde qui sont motivés, qui sont prêts à changer les choses. Puis si c'est fait avec les travailleurs de la santé, les réformes, je crois qu'il y a un vrai appétit pour un système qui fonctionne. C'est juste qu'il ne faut pas aller dans le top-down comme on a eu dans les dernières années, mais vraiment bâtir ensemble quelque chose de mieux puis qui est plus efficace aussi. Tout à fait. Tu as fait un commentaire tout à l'heure qui est passé rapidement, mais qui m'apparaît essentiel. C'est la privatisation du réseau en dehors de la médecine. Tu parlais physiothérapeute, nutrition, psychothérapie, sexologie. On peut imaginer toute une foule de professionnels dans le réseau qui sont déjà privatisés puis qui font que vous allez toujours être en première ligne pour des problèmes qui, de toute évidence, nécessiteraient certainement une évaluation. L'exemple le plus simple que je pourrais donner, c'est l'entorse de la cheville du sportif. A-t-il vraiment besoin de voir son médecin de famille pour une entorse dans un système normal de revoir un physiothérapeute? Mais sauf qu'il n'y a pas de physiothérapeute dans le public. Oui, puis ça, je crois qu'il y a aussi une notion d'orientation puis de trajectoire que ce qu'on va souvent faire en ce moment, c'est un patient qui arrive à l'urgence, qui va voir une infirmière, qui va après ça voir l'urgentologue, qui va voir un spécialiste qui finalement va rien faire, qui va le référer au médecin de famille. Je veux dire, ce patient-là a vu 4 universitaires avant que le gars règle son problème. Donc, c'est un moyen d'avoir une trajectoire qui permet de ne pas dédoubler l'effort comme ça. Et on n'en entend pas assez parler non plus de l'exode des autres professionnels vers le privé. Et pourtant, qu'on entend parler du monde qui n'ont pas de médecin de famille, de manière un petit peu ironique, souvent le médecin de famille, c'est lui qui est le plus facile d'accès pour les patients. Complètement. Parce qu'ils peuvent appeler au GAL, ça va peut-être être un peu difficile, mais ils vont avoir un rendez-vous alors que de réussir à avoir un physiothérapeute au public quand on connaît personne, c'est presque une fin impossible. Donc, je crois qu'il ne faut pas juste... je crois que oui, les médecins vont faire partie de la solution, mais il faut aussi parler plus avec les autres ordres, les autres professionnels, puis voir c'est quoi leurs raisons qui font qu'eux, ils s'en vont privé, puis aussi attaquer
attaquer le combat de plusieurs fronts, là, parce qu'on ne va pas régler ce problème-là seulement avec les médecins. Dans les effets délétères de la crise automnale, là, j'avais entendu parler de certains projets pilotes dans certaines régions du Québec, justement, où on voulait avoir une première ligne qui était non médicale, entre guillemets, mais ça a passé dans le tordeur de la crise politique qu'on a connue à l'automne. Félicia, peut-être en guise de pré-conclusion, là, si tu voulais convaincre un jeune étudiant en médecine d'aller en médecine familiale aujourd'hui, il y en a sûrement qui t'écoutent, tu dirais quoi, disons? Oui, mais moi, je leur dirais de pas décider leur job de vie basé sur le contexte actuel. Tu sais, je comprends que ça peut être stressant, ça peut être angoissant, il peut y avoir beaucoup d'inconnus, mais comme je disais tantôt, c'est des cycles. Quand on parle à des médecins qui ont vécu d'autres réformes, il y a des hauts, il y a des bas. Mais donc, vraiment de choisir en fonction de ce qui les intéresse, puis ce qu'ils aiment, puis ce qu'ils veulent faire, et non se dire, parce que là, il y a de l'incertitude politique, je vais faire un autre choix de carrière qui va influencer comme 40, 60 ans, peu importe là, de temps de carrière. Mm-hmm. Fait qu'un peu se dissocier du politique, je dirais. Puis, deuxièmement, comme je disais tantôt, là, de ne pas avoir l'impression que c'est comme un échec ou c'est pas une réussite, là, tu sais, d'aller en médecine de famille. Déjà, être médecin, je pense que universellement, c'est déjà une belle réussite. Et donc, il n'y a pas besoin d'en faire plus si jamais les gens trouvent que c'est ce qui les intéresse. Maxence? Ouais, puis je crois que je dirais aussi que là, on a parlé de certains points négatifs quand même en détail là-dedans, mais il y a aussi certains moments qui existent à peu près uniquement en médecine de famille, mais qui sont tellement pleins de sens, puis peuvent être tellement beaux d'avoir cette relation-là sur le long terme. Puis je pense à certaines de mes expériences les plus significatives dans l'externat, puis il y en a beaucoup qui sont arrivés en médecine de famille, donc tu sais, d'apprendre à connaître vraiment des patients, puis ça fait un mois que tu le traites à l'hospice, puis tu connais le nom de cette petite fille à la fin, d'avoir vu des aides médicales à mourir qui étaient vraiment très touchantes, puis de voir des personnes partir dans la dignité, puis les accompagner dans ce processus-là. Pour un médecin de famille qui est plus vieux, de voir les enfants qui l'ont ont fait accoucher à un certain moment, qui sont rendus à voir leurs enfants eux aussi. Donc, il y a quelque chose quand même de profondément humain dans cette expérience-là, puis dans ce suivi longitudinal-là. Oui, ça représente une responsabilité supplémentaire. Oui, il y a un poids à ça, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle, puis c'est une très belle profession qui a ses défauts, oui, mais qui mérite d'être entreprise encore à ce jour. Écoutez, souhaitons que les gens vous entendent, puis on va attendre la suite. J'avais envie de vous demander, là, avant de... Allez-vous... D'abord, j'ai beaucoup d'admiration pour ce que vous faites, de vous impliquer, là, puis c'est vraiment impressionnant. Puis pour vous avoir entendu, là, à la réunion à la grande messe qu'on avait eue au Centre Bell. Donc, j'ai beaucoup d'admiration, donc... pour vous. Je voulais savoir, allez-vous poursuivre votre engagement syndical? Toi, Maxence, vas-tu poursuivre ou la politique, c'est terminé? Je crois que je me suis promis du moins une petite période de pause une fois que le mandat de la FMEQ est fini, parce que je crois qu'on a eu quand même une grosse année, puis c'est bien de se recentrer, j'ai envie de lire un petit peu, de prendre du temps avec ma famille, faire autre chose. Avec mon tour de moi, mais je crois que je vais toujours être quelqu'un qui va s'impliquer puis qui va être engagé pour le système de santé puis pour plein d'autres causes, donc ça va juste être de voir dans les prochaines années. Il y aura plein d'occasions. Les prochains combats. Félicia, toi? Moi, je suis en réflexion. Comme Maxence a dit, on a eu une grosse année. Ben oui. Je suis en réflexion surtout sur quel genre d'engagement je vais avoir par la suite. Moi, ça a vraiment marqué mon parcours en médecine. Là, je pense que Maxence aussi. Puis je me vois pas tout abandonner d'un coup, plus rien faire, quoi que ce soit. Quoique, je veux me poser la question sur quel genre d'engagement un peu me ressemble plus, parce qu'évidemment, les enjeux de la FMRQ sont quand même différents, vu que c'est un syndicat, il y a un salaire, il y a tout ça. Fait que, ils ont des enjeux, bien évidemment, ils ont plein d'enjeux qui ressemblent à la FMRQ parce que c'est la continuité, mais il y en a des différents aussi. Donc, je suis un peu en réflexion là, par rapport à quel genre d'engagement je vais avoir, qu'est-ce qui me ressemble le plus. Est-ce qu'il y a comme, pas du maraudage, mais de la sollicitation, disons, avez-vous de... Est-ce qu'il y a des gens déjà de la FMRQ, j'imagine, vous êtes approchés ou contactés ou on attend que les choses se tassent un peu? Moi, j'ai l'impression que c'est plus de la curiosité. Okay. Mais il y a des gens qui m'ont demandé. Je pense que c'est plus de la curiosité, savoir un peu vers où je m'enligne, mais peut-être que c'est du maraudage. En tout cas, j'ai bien hâte. Je vais continuer à vous suivre, c'est certain. Donc, je vous félicite encore une fois pour votre rentrée en résidence. Encore une fois, vous avez toute mon admiration pour le travail que vous avez fait au cours du temps là, pour défendre les intérêts de la médecine et des étudiants en médecine. Puis, ça semble une relève pleine d'espoir. Donc, je pense que ça fait du bien même à un dinosaure comme moi de vous entendre. Donc,
Merci encore pour votre générosité, puis on se dit à bientôt. Ben, merci beaucoup, puis merci pour l'invitation. Là. C'est toujours un plaisir d'avoir l'occasion d'avoir une plus longue discussion. Là. C'est bien. Excellent, merci. Ouais. Merci beaucoup. Voilà ce qui complète le balado de cette semaine. Merci d'avoir été à l'écoute et le Dr Jean-Pierre Gagné vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre épisode, La santé au-delà des mots.